Alors, afin de traiter convenablement la Première Guerre mondiale, avec les deux principales notions qui sont à développer dans une composition comme dans le cours, soit l'expérience combattante, ce que vivent les soldats concrètement, et la guerre totale, je souhaitais commencer simplement par vous montrer l'œuvre d'Otto Dix, qui est donc un artiste, dessinateur et peintre allemand, qui a été un des grands témoins des combats et qui en a fait des peintures et des dessins et des lithographies qui sont restés dans l'histoire comme des témoignages importants justement des destructions de la guerre. Premièrement, ce fameux triptyque inspiré des Passions du Christ, tels qu'on les trouvait dans les églises, vous montre le départ au front des soldats. Des soldats qui sont encore vaillants et beaux. La scène principale étant le carnage, au sein duquel le soldat est transformé soit en monstre doté de masques à gaz déshumanisants, soit en viande, et où justement les corps décharnés de certains soldats se retrouvent accrochés à des structures diverses. Et de la même manière, vous pouvez observer sur le dernier panneau de droite, parce qu'en réalité il existe un quatrième panneau en bas, mais la solidarité entre combattants, le soldat portant ses camarades blessés, ce qui a été aussi très fort pendant cette expérience combattante. Alors, vous voyez que de la même manière que le Christ va finir dans son tombeau, eh bien, ici, l'avenir du soldat se retrouve dans la tombe. Donc, tout cela pour résumer, l'œuvre d'Otto Dix ici, c'est que la guerre n'a rien de glorieux, qu'il y a des faits d'armes importants, qu'il y a des expériences extrêmement douloureuses et traumatisantes pour les soldats, qu'il existe des éclairs de fraternité et de solidarité entre les hommes, mais que le sort final de la plupart des soldats de la guerre, ce sont justement les caveaux, les 4 planches ou les ossuaires qui les attendent. De la même manière, Otto Dix a fait une gravure rapide du bombardement de Lens, où on se retrouve avec les premiers bombardements de zones civiles par des infrastructures militaires et par de nouvelles armes comme l'aviation. On pourrait citer les gaz de combat qu'on va voir après. Ce qui est intéressant dans l'œuvre d'Otto Dix, ce sont justement les mouvements. Si vous faites attention, le mouvement est fugace, on a des choses un peu partout et le chaos est omniprésent. Donc Otto Dix, c'est un artiste intéressant pour ça, dans la mesure où il témoignait directement à partir de son expérience de ce qu'il voyait. Et l'utilisation des gaz de combat enfin comme aspect déshumanisant au possible du soldat, parce que son visage ne lui appartient plus. Les soldats deviennent tous les mêmes exemplaires d'un masque à gaz d'une certaine manière, et c'est ce qui a inspiré pas mal le cinéma après coup, là, comme Star Wars, dont on peut parler parfois par rapport aux Sturmtruppen allemandes. Mais il y a cette idée que le soldat se retrouve déshumanisé, quasi robotisé. Alors, les œuvres que j'ai montrées précédemment sont là surtout pour que vous puissiez parler de l'œuvre d'Otto Dix, du triptyque du soldat allant à la mort, du bombardement de Lens comme de ces fameux soldats à masque à gaz lors des combats à gaz qui sont totalement déshumanisés, pour que vous rappeliez justement différents aspects de l'expérience combattante à travers l'œuvre d'Otto Dix, qui est toujours très bon justement à citer. Alors, pour en venir à un autre point, la guerre totale, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'on peut la diviser entre l'arrière et le front. Ça veut dire que la guerre totale, on peut montrer que la mobilisation de la société est totale, que ce soit pour les soldats ou pour ceux qui restent derrière. Alors le bourrage de crâne à travers la censure, on peut également en parler sur le front, mais bon, vous imaginez que les soldats, une fois qu'ils sont allés à l'expérience du feu,
Le bourrage de crâne de l'armée, des officiers et de l'état-major, ça fonctionne moins, vu qu'ils vivent directement les combats. La propagande des journaux, je dirais, c'est pas tant tout le temps la propagande aussi que la censure. Hein, la censure qui est ici. On a une guerre totale qui se fait également, d'une certaine manière, contre la liberté d'expression. Ensuite, la mobilisation économique et les finances à travers les emprunts qu'on va demander aux gens, les industries qui sont reconverties pour la production d'armes. Ça, on l'a vu, industriellement et financièrement, on a une mobilisation totale. Les civils ne sont pas épargnés parce que le quotidien est difficile, on vit de nombreux deuils, le rationnement et parfois des éloignements justement de personnes parties travailler en usine, en ville, des femmes essentiellement. Donc on a un quotidien difficile, d'autant plus que je vous ai dit qu'il est possible de perdre son fils à la guerre, son mari, mais aussi il faut penser à tout le reste de la famille, les collatéraux, un frère, un oncle, un père. Donc on vit des deuils multiples et c'est extrêmement lourd à porter pour les femmes dans la société comme pour les enfants. Les colonies, elles fournissent des matières premières et des renforts en soldats. On a une mobilisation de ces territoires qui sont plus ou moins lointains, l'Algérie est quand même proche, qui contribue aussi généralement à l'effort de guerre, alors l'effort ouvrier pour les Indochinois, les Vietnamiens en général, les ouvriers chinois qui sont venus creuser des tranchées, fabriquer des rails ou autres. On a une mobilisation planétaire. Sur le front, là, il y a énormément de choses à dire, vous le savez, le combat est total. C'est-à-dire la violence extrême, les pertes considérables, souvenez-vous des 20 000 morts britanniques du premier jour de la bataille de la Somme, on a des pertes qui sont considérables en une seule journée. Et souvenez-vous du quotidien des tranchées. Alors le manque de nourriture, c'est surtout lors des combats. Vous savez que les soldats sont plutôt bien nourris. La soif également, mais ce qu'on vit en permanence, les rats, la vermine, les poux, ça ce sont des choses réelles. Donc la guerre totale, c'est une expérience totale de la guerre pour les soldats et une mobilisation totale de la société pour leur permettre d'exercer justement leur office guerrier, hein, de se battre. Cette guerre totale, elle se marque aussi, si on regarde un petit peu là les petits gifs qu'on peut avoir, par des combats acharnés. Alors vous vous souvenez du nombre peut-être d'obus qui étaient tirés lors des grandes batailles. Verdun, ça a été jusqu'à 300 000 obus par jour la première semaine, et en tout plus de 20 millions d'obus tirés. Donc, les tirs d'artillerie sont là pour effectuer des destructions massives, et d'une certaine manière, les chars n'ont pas changé grand-chose. De la même manière, l'expérience du combat, la guerre totale, c'est aussi, ici vous avez des soldats britanniques, l'expérience de ce qui a marqué les consciences pendant très longtemps, c'est-à-dire la boue omniprésente, la boue dans laquelle les hommes s'embourbent, se font tuer, s'écrasent, et on a d'une certaine manière les éléments, quoi, la boue, la terre, et les hommes qui se mélangent, comme on le retrouve dans les œuvres de Jean Giono. Alors rappeler ce qu'est la guerre totale, ça implique de rappeler les assauts incessants demandés par l'état-major, les conditions qu'on vient de voir avant, c'est-à-dire la boue, mais aussi dans cette mobilisation, quelques petits documents ici qu'on peut regarder, les rationnements des civils qui sont également importants. Ici vous avez des tickets de pain, un ticket correspondant à 100 grammes de pain. Quand vous savez qu'on consommait à peu près 1 kg de pain par personne par jour à l'époque, 100 grammes de pain, ça vous donne une idée de la faible quantité de pain qui pouvait être disponible avec le rationnement. Dans le même temps, non seulement l'économie est mobilisée comme ici pour produire les obus, mais l'or, l'épargne justement des bons paysans français doit servir à produire ces armes qui sont ici par les femmes, qui sont très nombreuses ici, que vous voyez produire des quantités d'obus assez hallucinantes. D'ailleurs, on se rend compte du caractère massif de cette guerre et de la production industrielle quand on voit ce genre de photos où on peine à voir justement la fin de l'usine tout au bout, avec des dizaines de milliers d'obus qui ont été produites et qui sont vérifiés par ces femmes.
Également un rappel plutôt rapide de ce qu'est l'expérience combattante comme notion. L'expérience combattante, c'est vraiment ce que vivent les soldats en tant que combattants dans ce conflit si particulier qu'est la Première Guerre mondiale, et qui va justement des troubles psychiques et psychologiques liés à la perte de leurs camarades, en passant par la boue, la vermine, c'est-à-dire les poux, les puces, les rats qui les attaquent, les souffrances qui peuvent être occasionnées par les grands combats comme Verdun, où on est resté piégé parfois comme Jean Giono dans des trous d'obus pendant plusieurs jours, sans oublier les maladies. Donc l'expérience combattante, c'est la totalité de ce que les soldats vont vivre dans ce conflit. Des tirs de mitrailleuses et d'obus qui sont, il est clair, des nouveautés pour les soldats européens de l'époque, même si les Américains combattaient déjà assez fréquemment avec ces armes. Sur un terrain massif de combat européen, c'est la première fois qu'on utilise ici justement des mitrailleuses pour détruire les charges d'infanterie de la plupart des soldats. De la même manière, utilisation des gaz de combat qui vont littéralement transformer le rapport que le soldat a au combat, dans la mesure où la peur va s'installer dans les premiers mois de l'utilisation massive, notamment sur le front belge, et les soldats vont finir par porter leur masque une bonne partie du temps, là où, dans les zones de combat où les gaz sont utilisés. Donc, les gaz ont tendance en plus à se dissiper en fonction du vent vers l'ensemble des positions adhérentes, ce qui oblige les soldats à se prémunir, mais dans les premières semaines de la bataille d'Ypres, de nombreux soldats vont mourir. Plusieurs dizaines de milliers vont être attaqués soit au niveau des yeux par les gaz au chlore, soit au niveau pulmonaire par d'autres types de gaz. Et ici, on aurait également, on peut citer l'expérience de la mort des camarades, qui constitue dans l'expérience combattante une des choses les plus traumatisantes. Qui est, si vous le voyez ici, certains restes justement de corps qui peuvent être parfois abandonnés lorsque une armée a fui le combat et qu'une autre a repris ses positions. Alors il est également utile d'avoir des références littéraires et cinématographiques. Je vous ai montré l'œuvre d'Autodix. Il est également important de connaître les grands auteurs qui nous ont transmis leur expérience de cette guerre. Jean Giono, dans son recueil de nouvelles Le Grand Troupeau, évoque assez fréquemment des scènes d'horreur, de chaos. Jean Giono est aussi un écrivain qui va beaucoup insister sur le caractère matériel de la transformation des soldats en nourriture pour la terre. Il en parle assez souvent, comme si cette terre se nourrissait du sang et de la chair des soldats, comme les animaux le font. Alors, vous pouvez citer ce genre de passage. Les balles claquent dans les branches, la peau d'herbe est toute blessée, les vols d'obus passent, comme si justement c'était des animaux, s'abattent, sautent, arrachent des branches, rugissent sous la terre, se vautrent dans la boue, puis tournent comme des toupies et restent là. La métaphore ou le champ lexical de l'animalité chez Giono est très forte parce que justement c'est une guerre déshumanisante et qui ramène les hommes à l'état de bêtes méconnaissables. Ernst Junger, c'est un auteur allemand un peu différent que on lit très peu en France, à part peut-être en cours d'allemand, mais qui vaut le détour, dans la mesure où lui, il a beaucoup plus insisté dans son œuvre, à la fois sur des aspects importants pour les Allemands que sont la camaraderie, la fraternité, mais aussi sur le caractère industriel et machinesque de cette guerre, c'est-à-dire l'importance de l'acier, qu'on retrouve dans le titre, des pluies d'acier, des orages d'acier et de l'industrie dans la construction de l'appareil de guerre allemand ou français. Lui, il écrivait « Entre 9 et 10 heures, le feu prit une violence démentielle, la terre vacillait, le ciel semblait une marmite de géants en train de bouillir. » Là, cette idée que tout tremble et d'une certaine manière, les hommes sont capables de produire eux-mêmes des tremblements de terre et des phénomènes qui sont normalement l'apanage des dieux.
Des centaines de batteries lourdes tonnaient à comble, et tout autour. Des obus en nombre se croisaient, hurlant et miaulant au-dessus de nous. On retrouve aussi une partie de langage animalier, de choses qui fait que les soldats avaient tendance à au moins anthropomorphiser certaines choses, mais aussi à animaliser certaines armes. Paul Valéry, lui, conclura en 1919 sur l'expérience de la guerre en général pour la société française, en parlant là pour les Occidentaux en général. Nous autres civilisations, nous savons maintenant que nous sommes mortels. Ce qui veut dire que cette guerre a fait réfléchir toute une génération sur le fait que probablement que la civilisation occidentale n'était pas, au contraire, immortelle. De la même manière, en termes cinématographiques, les films qui ont le plus marqué, ce sont par exemple Les Sentiers de la guerre de Stanley Kubrick. Là, je vous passe juste un petit gif. Dans cet extrait, on voit les soldats français se protégeant lors des bombardements. Alors, ça nous donne un aperçu, ces œuvres qui sont très estimées aujourd'hui. Hein. Le film de Kubrick, comme celui de Jeunet, Un long dimanche de fiançailles, sont devenus un peu des références sur le conflit. Celui de Kubrick est ancien, mais c'est un des premiers films quand même où on montrait à la fois l'ennui, la terreur et l'horreur de ce conflit. A contrario, le film de Jeunet présente parfois des flashbacks et des extraits, mais montre aussi l'horreur des combats et presque l'absurdité totale que peuvent parfois prendre les combats, dans la mesure où des dizaines, des centaines de jeunes hommes meurent en même temps pour des intérêts stratégiques qui sont extrêmement limités. Afin de bien vous repérer, une chronologie, c'est essentiel, mais c'est surtout quelque chose qui vous permet de revenir assez fréquemment sur les spécificités de plusieurs fronts et de plusieurs lieux de la guerre en même temps. Donc, la guerre, si vous vous souvenez bien, commence par les offensives allemandes en Belgique, puis dans le nord de la France. La bataille de la Marne, c'est le moment où l'armée française contre-attaque et contraint les Allemands justement à s'arrêter, à s'enterrer. Au même moment, les Russes attaquent également. Tandis que on va avoir plusieurs campagnes importantes en 1915, notamment en Artois en Champagne. On reste quand même globalement enterré sur le front occidental et on vit la guerre dans des conditions difficiles. Tandis que sur le front de l'Est, là, par exemple en Turquie, vous avez en 1915, sur une bonne partie de l'année, le génocide arménien qui se déroule, où les jeunes Turcs qui sont à la tête de l'Empire ottoman profitent de la guerre pour liquider des populations chrétiennes qui les dérangent pour construire leur nouvel État turc. Ensuite, vous avez Verdun, de février à novembre. La bataille de la Somme, elle, qui va de juillet à octobre. Des offensives russes en même temps durant cette guerre de position qui amène plutôt à rien. 1917 qui est l'année de tous les tournants par contre. L'entrée en guerre des États-Unis aux côtés de la France et de la Grande-Bretagne, les deux révolutions russes, celle de février et d'octobre, la dernière marquant justement la décision des soviétiques de négocier la paix avec l'Empire allemand et de se consacrer à la conquête du pouvoir en Russie et plus au conflit de la Première Guerre mondiale. Donc 1918, ce sera l'année décisive sur le front de l'Ouest, parce que les offensives allemandes vont être brisées par les Alliés au printemps, et notamment avec l'apport de troupes américaines qui sont considérables et qui vont permettre de mettre fin à ce conflit. Alors, parmi les autres informations qu'on peut donner dans ce type de vidéo, les bilans qui ont pu être faits avec des chiffres globalement bien établis aujourd'hui. Le bilan final qui serait de 9,7 millions de soldats tués, hein, ce qui implique tout de même près de 10 millions de soldats tués, près de 9 millions de civils tués
beaucoup meurent de faim, et on y inclut d'ailleurs le génocide arménien. Et 21 millions de soldats blessés, dont 4 millions en France. Bon, dans ces 4 millions de soldats blessés, on a des blessures parfois superficielles. Mais on considère qu'il y a à peu près 1,5 million de soldats français qui sont soit des gueules cassées, soit des mutilés très importants. Alors, si on observe autre chose que le bilan global, par nationalité, les Français sont 3e en ordre de la nation qui a perdu le plus de troupes. 1 400 000 hommes. Proportionnellement aux 40 millions de Français, c'est beaucoup. 2 millions d'Allemands, c'est également une perte énorme, et c'est aussi pour ça que les nazis arriveront à stimuler l'idée de revanche chez le peuple allemand, parce que 2 millions d'hommes qui décèdent pour rien, pour une défaite, c'est quand même extrêmement difficile à digérer, surtout avec une humiliation. Les Russes, 2 millions d'hommes perdus, et beaucoup plus encore lors des troupes qui vont suivre de la guerre civile et de la stalinisation des années 30. Les Austro-Hongrois, 1 million, les Britanniques, vous voyez, c'est quand même considérable, hein, près de 900 000 hommes tués sur 2 700 000 engagés, et dont beaucoup de Canadiens, d'Australiens, de Néo-Zélandais. Et le bilan, si on s'intéresse à des choses un peu plus économiques, la population masculine active, c'est-à-dire ceux qui travaillaient, les hommes qui travaillaient, hein, donc un peu moins de 14 millions en France, même beaucoup moins, 13 350 000, on a une part de la population active qui a été enlevée qui est considérable, 10%. En Allemagne, elle est proche, autour de 10%, en Autriche également. Vous voyez qu'au Royaume-Uni, bon, ce sont des pertes importantes, mais qui correspondent à 5% à peu près. Les autres étant justement des morts coloniaux du Canada, d'Australie et de Nouvelle-Zélande. Alors, pourquoi j'avais mis aussi ce petit bilan par rapport à la population active? Parce que ça va impliquer en France l'obligation de faire appel à l'immigration, et ça explique aussi une partie de la politique française des années 20 et 30. Alors, dernier aspect que je souhaitais aborder, celui d'un plan qu'on pourrait choisir pour traiter l'expérience combattante dans une guerre totale, ou en quoi la Première Guerre mondiale est-elle une guerre totale. On peut choisir plusieurs manières de formuler les sujets de composition possibles, mais globalement on en revient toujours à un type de plan qui est relativement gérable. Parce qu'on peut très rapidement se perdre à la fois dans les notions, les concepts et la complexité du conflit et des différents acteurs. Il s'agit globalement d'expliquer comment le déchaînement de la violence chez les combattants est possible. Là, je vous avais mis une accroche pour une intro, ça peut partir de Jean Giono qui décrit les corbeaux s'en prenant aux hommes réduits à une nourriture de la terre. De là, vous pouvez présenter un bilan du conflit, c'est possible, hein, simplement en évoquant le fait que ce sera le conflit le plus meurtrier, qu'on l'espère la der des der, mais c'est également des choses que vous pouvez évoquer en conclusion. Là, il est peut-être plus simple de simplement vous en tenir à une présentation de l'enchaînement des événements qui amènent à cette guerre, après l'accroche de Jean Giono. Et une fois que vous avez présenté ces événements, là vous pouvez revenir sur l'idée de guerre totale. En quoi c'est une guerre totale, en quoi affecte-t-elle totalement la société, à la fois dans le combat et dans la vie des civils. Un plan en 2 parties, c'est relativement aisé avec ce type de sujet. 3 parties, c'est peut-être un petit peu complexe pour des premières, souvent à bien gérer, surtout vu le temps imparti. Donc vous pouvez commencer par traiter à la fois la notion de brutalisation et de guerre totale. C'est une guerre qui brutalise les hommes au front. Elle est d'un type nouveau parce que elle est essentiellement une guerre de position, mais aussi parce que l'artillerie fonctionne quasi en permanence. De là, vous pouvez faire une petite transition vers la phrase d'Ernst Junger, combattre et tenir sous un orage d'acier. Comment vous pouvez développer cette sous-partie, justement en rappelant les différentes conditions à la fois du combat, hein, les assauts à la baïonnette, les tirs de mitrailleuse, l'artillerie permanente, les trous d'obus,
L'expérience traumatisante de Jean Giono dans son Trou d'obus, dans lequel il décrit que dès qu'ils essaient de sortir, ils se font mitrailler et ils sont obligés de boire de l'eau croupie ou leur urine pour survivre. Ensuite, une troisième sous-partie sur la brutalisation, la révolte et le traumatisme, où là vous pouvez aborder les mutineries, les grèves, la chanson de Craonne, et dans le traumatisme, ce qu'on peut vous montrer un peu partout, sur les troubles post-traumatiques des soldats, ce qu'on appelle en anglais shell shock, c'est-à-dire les soldats qui avaient intégré dans leur corps qui tremblait en permanence les tirs d'obus et les bombardements incessants. De là, vous pouvez enchaîner assez facilement sur l'arrière, après avoir fait justement le front, sur les civils. Que vivent les civils concrètement dans la guerre totale? Donc ils subissent une guerre totale sur les zones envahies, occupées par les Allemands, avec des réquisitions, des rationnements très difficiles, des combats aussi qu'ils ont dû fuir, les civils qui sont plongés dans la violence de guerre. Là, vous pouvez forcément évoquer la violence sur le front russe qui est très importante, mais aussi les deuils, le rationnement, les restrictions très fortes qui pèsent justement sur les gens. Et ensuite, et enfin, le premier génocide du XXe siècle que vous êtes obligé d'aborder, le génocide arménien, que vous pouvez expliquer là en une douzaine de lignes, pourquoi ce génocide est révélateur du XXe siècle et de sa violence, et en quoi il annonce de futurs génocides. Alors voilà, c'est plus une boîte à idées, à outils que j'avais l'intention de faire avec cette vidéo, que quelque chose qui serait totalement parfait pour dérouler une composition. C'était plus vous donner tout un tas d'éléments qu'on a parfois peu l'occasion de voir en cours, parce que c'est de la littérature, c'est de l'art, c'est du cinéma, mais ça peut être utile justement pour rendre une copie intéressante et riche. Voilà, j'espère que ça vous sera utile.